On dit que la santé publique et le Collège des médecins savaient que les injections COVID étaient dangereuses pour la santé, dangereuses pour la population, mais il y a eu un silence de la part de la santé publique et également du Collège des médecins. Je pense que là, il est temps de parler et c'est ce que les gens de Réinfo Québec ont fait cette semaine en donnant une conférence sur la crise sanitaire et les injections ARN messager. Pour nous en parler davantage, celui qui était sur le panel, Dr Bernard Massy. Bonjour et bienvenue à Radio Unicité. Bonjour, merci pour votre invitation. Ça me fait plaisir de m'entretenir avec vous. Comment ça se fait, Monsieur Massy, qu'il y a un silence radio dans les médias traditionnels à propos de la suite de cette crise sanitaire, c'est-à-dire des effets secondaires et une hausse de la mortalité? Il y a vraiment une surmortalité au Québec, au Canada et un peu partout dans le monde. Pourquoi personne n'en parle? Oui, ça, vous posez là une excellente question. En fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'on est dans une culture où, pour toutes sortes de raisons, ça fait longtemps que ça a été inculqué dans je dirais, la croyance, parce que la science qui est à l'appui de ça est pas très, très solide à mon sens. Donc, on croit que les vaccins, c'est la solution à toutes les maladies infectieuses. Et on essaie simplement, dès qu'une maladie infectieuse se profile à l'horizon, de déployer les vaccins le plus rapidement possible. Ce qui est un défi dans une pandémie parce que, bon, ce vaccin-là n'avait pas passé toutes les étapes habituelles d'un vaccin traditionnel, comme le vaccin d'influenza ou d'autres vaccins qu'on utilise. Et on a décidé d'utiliser toutes sortes de stratagèmes pour court-circuiter les étapes d'approbation et ensuite le déployer dans la population. Une fois qu'on embarque, je dirais, dans cette approche, puis que c'est promu par un narratif au niveau de la santé publique, du Collège des médecins, des médias, puis on est très enthousiaste de soutenir cette approche pour avoir le maximum de gens vaccinés. Puis au Québec, comme dans beaucoup d'autres pays, on a quand même eu des taux très élevés de vaccination. Malgré les mises en garde que ces vaccins-là pouvaient poser des sérieux problèmes à la santé, étant donné qu'il y avait beaucoup d'inconnus, ils n'ont pas été suffisamment évalués, ben, on se ramasse quelques années plus tard avec une liste impressionnante d'effets indésirables. Le problème, c'est que tous ceux qui ont participé à cette opération-là se sentent très mal à l'aise de peut-être soulever ces questions-là. Donc, continue dans le même discours que ouais, les vaccins sont peut-être pas parfaits, il y a des fois des petits effets indésirables, mais heureusement qu'on les a utilisés parce que c'est ça qui nous a permis de sortir de la pandémie. Maintenant, on sait que c'est complètement faux parce qu'ils n'empêchent pas la transmission, mais c'est pas grave. Si vous les prenez, vous allez être moins malade. Ben là, les chiffres même de la santé publique contredisent cette affirmation-là. Donc, les gens qui ont été là-dedans pendant les 3-4 dernières années, ils vont pas facilement admettre leur tort. C'est assez rare qu'on voit des personnalités publiques qui font des affirmations aussi peu nuancées que ce qu'ils ont fait durant la COVID, de revenir en arrière et dire « Oh, vous savez, on s'est peut-être trompé. » J'ai rarement vu ça, en tout cas, moi. Vous rappelez-vous, il y a quelques années, Monsieur Massy, il y a eu une semblant de pandémie où il y a à peine quelques mois plus tard, je ne sais pas si on compte en mois ou en années, mais ça a été rectifié en fait. On a eu affaire à une fausse pandémie. Je pense que est-ce que c'était la grippe aviaire ou... C'était en 2009, oui, effectivement. Oui. Et oui, on a vu à peu près le même scénario de panique, là, où on fait peur au virus, on fait peur aux gens avec un nouveau virus qui va nous rendre malades. Puis, dans le cas des virus de la grippe, les vaccins étaient déjà prêts parce que des vaccins pour la grippe, on en a déjà. Les gens sont assez habitués à se faire vacciner pour la grippe, parce que ça fait des années qu'on le fait. Mm-hmm. Puis là, on a proposé des mesures un peu plus restrictives, mais
ça l'a pas vraiment pris. Il y a eu à ce moment-là, je me souviens, des gens dans les médias qui posaient des questions, qui étaient critiques. Dont Puis Sophie l'analyse qu'on Thibault. a fait par après a montré que tout ça, c'était un peu une histoire qui était montée, auquel les gens n'ont pas adhéré. Puis comme les gens n'ont pas adhéré, ben, la pandémie s'est arrêtée. Mais on n'a pas appris de ça, ça a l'air. Ah. C'est assez incroyable parce que c'est le scénario qui se répète. Qui se répète. L'histoire Voilà. se répète, effectivement. Vous savez, on est bombardé d'informations à tous les jours. Moi, je les écoute pas, là, mais je vois de temps en temps de ces reportages-là sur des plateformes comme X ou comme Facebook. Ben, on multiplie tout le temps les annonces anxiogènes qui génèrent de la peur, puis on devrait être inquiet, le monde va pas bien, il y a de la violence partout, il y a des feux de forêt, il y a des guerres et tout ça. Comme si c'était une vision du monde un peu apocalyptique là, qui est en train d'aller tellement mal qu'il faut toujours être aux aguets, il faut toujours être inquiet de quelque chose. Heureusement que notre bon gouvernement est là pour prendre soin de nous. Puis pour prendre soin de nous, ben, vous savez, de temps en temps, ben, ils doivent utiliser des approches un petit peu vigoureuses, liberticides, mais c'est pour notre bien. On est un peu conditionné par ça dans les médias et malheureusement, il y a tellement d'informations auxquelles les gens doivent s'arrêter qu'ils n'ont pas le temps, là. Les gens qui travaillent, puis qui ont une vie, qui élèvent des enfants, puis qui vivent leur quotidien, ils n'ont pas le temps de s'arrêter à tous les détails pour savoir si ce qui est raconté là, c'est solide ou si c'est pas un peu exagéré. Et là, ben, c'est un peu là-dessus que la pandémie est partie en vrille, là, d'une manière assez... Je pensais pas que c'était possible de mon vivant de voir un truc aussi incroyable se produire, mais ça s'est produit. En effet, et là, c'est grave, docteur Bernard Massy. Je trouve qu'on a mis en danger la vie des gens. Ceux qui sont encore vivants sont souvent malades. Ils se Oui. demandent pourquoi. C'est très facile pour nous qui est alerte depuis plus de 4 ans maintenant. Mais il y a des petites familles, il y a des gens qui ont suivi les règles aveuglément, qui se sont fiés sur les médias généralistes. Et finalement, aujourd'hui, ils en payent le prix. Quel était le but de votre conférence cette semaine auquel vous avez participé, une conférence de Réinfo Québec? Est-ce que c'était de remettre les pendules à l'heure, de trouver des solutions? Ben, les solutions, on les a pour ce qui est de ce qu'il faut déployer comme mesure au niveau de la santé. On les a, les solutions. On aimerait simplement que ces solutions-là soient vraiment mises de l'avant par nos autorités de santé publique puis par le Collège des médecins. Mais ils Par vous écoutent exemple, pas. Ils vous par écoutent pas, exemple, ces instances-là. oui, et c'est le problème qu'on a. On est dans un monde où les autorités de santé puis le Collège des médecins agissent comme s'ils détenaient la vérité Mhm. auquel on doit adhérer. Sinon, ben, les gens qui travaillent dans le système de santé sont sévèrement censurés et souvent sanctionnés de dévier de la ligne. Oui. Donc, on cherche la conformité des gens. Et bon, c'est peut-être rassurant si tout le monde pense la même chose, puis si ce qu'on pense, c'est réel. Mais dans ce cas-là, il y a des très bonnes raisons de douter que la crise sanitaire qu'on a traversée était réelle. Et tout ce qui a été déployé au final, que ce soit les mesures liberticides non scientifiques, ont fait plus de mal que de bien. Puis les vaccins, on n'a pas fini encore avec ça. Et par exemple, vous mentionnez les gens qui ont des maladies chroniques. Bon, à la base, l'anxiété qu'on a générée, il y a des gens qui ont un tempérament qui sont plus sensibles à ça. Bien, si on les maintient constamment dans un état d'anxiété, les enfants, par exemple, qu'on a un peu traumatisés à l'école avec les masques, les distanciations sociales, on pouvait les réprimander parce qu'ils n'avaient pas été suffisamment obéissants vis-à-vis de toutes ces mesures-là. Bien, il y en a qui ont développé une espèce d'anxiété, ils ne veulent pas aller à l'école. C'est vrai. Parce que le milieu est toxique, psychologiquement, c'est trop stressant. C'est pas un milieu qui est propice pour l'apprentissage lorsqu'on met un tel niveau de stress sans fondement, inutile. Et là, ben, ça fait des séquelles au niveau de la santé mentale de ces jeunes, des adolescents qui aiment bien socialiser puis qui ont été privés de cela.
Sans compter les problèmes au niveau de la santé, parce que, bon, on entend par exemple parler beaucoup des fameux COVID longs, là, ou toutes les séquelles, soi-disant des infections. Ben, si on regarde les statistiques qui sont relativement précises, la plupart des gens qui ont soi-disant des COVID longs, c'est des gens qui ont aussi été vaccinés. Puisque ce dont on se rend compte avec les articles scientifiques qui sortent, c'est que les pathologies associées à la COVID long, c'est beaucoup des pathologies associées à la présence de la fameuse protéine spike, qui est beaucoup plus maintenue, si on veut, soit par des infections chroniques qui résultent d'une perturbation du système immunitaire avec ces injections géniques-là qui peuvent causer ce genre de problème-là, ou encore à la production en continu de la protéine spike à partir des cellules qui ont été transfectées avec ces vaccins géniques et qui maintiennent l'expression de la protéine spike, puis qui causent toutes sortes de pathologies dans les différents tissus où elle est exprimée. Ça peut être des réponses auto-immunes, c'est-à-dire que les tissus qui l'expriment se font attaquer par le système immunitaire. Ça peut être la perturbation de la coagulation sanguine. Il y a toutes sortes de problèmes, la pression, il y a une pression sanguine, il y a toutes sortes de problèmes qui sont associés à ça. Puis tant qu'on ne se débarrasse pas de la protéine spike, qu'elle soit vaccinale ou virale, ben les pathologies associées à cette protéine-là se maintiennent. À bas bruit peut-être, c'est gérable, on n'est pas complètement non fonctionnel, mais on est souvent malade. Est-ce qu'il y a un recours qui existe pour ces gens-là qui ont été victimes de l'injection expérimentale quand on s'ouvre les yeux finalement, là, puis qu'on s'aperçoit qu'on est malade? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a un recours? Bien, vous savez, dans nos institutions, normalement, il y a des procédures qui sont mises en place pour déclarer les blessures vaccinales OK. et ensuite les faire remonter au niveau du gouvernement. Et je sais qu'au gouvernement fédéral, il y a un budget conséquent pour indemniser, parce que ce n'est pas les compagnies qui indemnisent, c'est le gouvernement. Puis au niveau provincial également. Sauf que si on met des obstacles administratifs de toutes sortes pour reconnaître les blessures vaccinales et les remonter, au final, les gens sont pris avec les blessures vaccinales sans recours, que ça soit compensation pour perte de travail ou que sais-je, ou encore avoir des traitements adéquats. Un médecin ne pourra pas soigner une blessure vaccinale s'il ne reconnaît pas la cause du problème. S'il fait simplement essayer d'atténuer les symptômes d'inflammation, maladie auto-immune, tout ça, mais il ne va pas régler le problème à la source. Et reconnaître les blessures vaccinales quand on a été aussi enthousiaste pour vacciner les gens, c'est pas facile parce que ça veut dire qu'on a participé à ça. On a causé le problème. On faisait partie du problème, pas de la solution. En effet. Tantôt, vous aviez dit que vous aviez des solutions avec Réinfo COVID. Il faut que vos solutions soient reconnues par le Collège des médecins. Mais à part ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui est enclenché? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient qui peut nous donner un peu d'espoir? Ben, nous, déjà, on demande aux institutions de santé, que ce soit l'INSPQ, l'INES, d'avoir un dialogue avec nous pour nous expliquer à toutes les questions qu'on leur a soulevées avec des centaines de références scientifiques à l'appui, puis les conclusions qu'on tire de ça dans les lettres qu'on leur a adressées, qu'est-ce qu'on n'a pas compris, puis dans quelle mesure les gens qui travaillent dans ces organismes-là sont prêts à reconnaître les problèmes. Pour l'instant, il n'y a pas de retour. On est un peu coincé parce que comment on peut influencer ce qui va se passer dans ces institutions-là? En tant que citoyen, on a comme un déficit de rapport de force pour essayer de les faire bouger. Bon, avec votre médecin, si votre médecin vous propose un traitement et vous ne le voulez pas, bon, vous pouvez toujours dire, hey, regarde, ton traitement, j'en veux pas. Bon, maintenant, ils vont dire, la vaccination, on ne l'oblige pas, on la recommande. Sauf qu'on la recommande souvent à des gens qui ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas eu l'information, que ce n'est pas une bonne idée de le faire. Puis, les institutions de santé et le Collège des médecins ne sont pas prêts à reconnaître que ces recommandations-là ne sont pas appropriées parce que, à partir du moment où tu recommandes qu'en ce moment, ce n'est pas une bonne idée de le faire, comme ça a été fait dans plusieurs États dans le monde, il y a des États dans le monde qui arrêtent la vaccination. Okay? Oui, en Europe, beaucoup. Hein? Si on le fait au Québec, bien, la prochaine question, les gens vont dire,
Ouais, mais pourquoi on l'arrête maintenant puis qu'avant on la recommandait? C'est quoi? Expliquez-moi pourquoi on fait ça, là. Là, Mhm. les questions vont s'ouvrir. Bon, il y a des effets indésirables qu'on n'avait peut-être pas anticipé suffisamment, puis là, ben, on se rend compte qu'il y en a peut-être trop. C'est toujours le même débat dans ce genre d'intervention-là, que ce soit pour un thérapeutique ou un vaccin, il faut faire une analyse de la balance des bénéfices versus les risques. Et le problème, c'est que dans le cas des vaccins, cette étude-là ou cette, cette qualification de balance bénéfice-risque est très difficile à faire. Et là, on le fait en disant, c'est sûr que c'est bon parce que c'est un vaccin, parce que les vaccins, c'est bon, donc si le vaccin est bon, ça doit être bon. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut le démontrer scientifiquement et c'est pas démontré, et certainement pas dans le cas des vaccins géniques pour la COVID-19, pour lesquels, bon, il y a une liste d'effets indésirables les documents des fabricants qui sont absolument sans précédent. On n'avait jamais vu une telle diversité d'effets indésirables qu'eux-mêmes ont répertorié. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Mais lorsqu'on regarde ce qui est mis sur cette liste-là, puis ce qui est recensé, puis compilé correctement par les organismes de santé publique, on n'est pas à la même place. Je vais vous donner un exemple au niveau des mortalités recensées au Canada. Je n'ai pas le chiffre exact, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est très faible, le nombre de mortalités associées à la vaccination. C'est sûr que c'est difficile à démontrer, mais il y a des systèmes de pharmacovigilance comme le VERS aux États-Unis où on fait ce bilan-là. Mhm. Ben, aux États-Unis, la dernière fois que j'ai regardé, c'était 38 000 morts. S'il y a 38 000 morts aux États-Unis, puis que la population au Canada, c'est 10 des États-Unis, ben, on devrait en avoir au moins 3 800. On n'est pas là, mais pas du tout. On a un nombre très faible. Pourquoi c'est si difficile de les faire reconnaître? On ne fait pas d'autopsie, on refuse les autopsies. Et on refuse d'examiner les choses, puis de relier les surmortalités, par exemple, qu'on peut voir toutes fausses confondues suite aux campagnes de vaccination. On n'est pas prêt à admettre d'aucune façon que ça pourrait être lié à ça, alors que ça crève les yeux, là. Il y a une corrélation parfaite entre les campagnes de vaccination et les surmortalités qu'on mesure après, dans les semaines qui suivent. Des fois, c'est dans les journées qui suivent. Mais on dit, ah non, c'est pas ça, c'est autre chose. Tant aussi longtemps qu'on ne voudra pas regarder objectivement ce qui se passe, ben, les corrections qui ne seront pas apportées. Nous, on le dénonce, on essaie de le réclamer. On sait qu'en ce moment, ils font la sourde oreille, mais éventuellement, on espère qu'il va y avoir d'autres dirigeants politiques qui vont finir par être sensibles à ça, puis demander des comptes aux organismes de santé publique pour s'assurer que la population soit protégée adéquatement. Ben justement, docteur Massy, moi j'avais un peu d'espoir avec l'arrivée de Robert Kennedy Jr. aux États-Unis à la santé, parce qu'il a été considéré comme anti-vaccin et il s'est fait traiter de complotiste lui aussi. Là, il arrive à la santé aux États-Unis et ben, on parle déjà d'un investissement majeur de 500 milliards de dollars dans la création de nouveaux vaccins ARN messagers pour combattre le cancer. Moi qui pensais que ces vaccins-là allaient être mis de côté, éliminés, ben non, mais qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça m'a vraiment surpris. Est-ce qu'on veut vraiment utiliser cette technologie-là qui est... je dirais, mauvaise pour la santé, qui est dangereuse? Tout à fait. Ben, vous avez deux volets à votre question. Le premier volet, c'est l'arrivée de Robert Kennedy. Ce n'est pas encore confirmé, mais je vais reprendre ce que vous mentionnez, que Robert Kennedy est considéré comme un anti-vaccin. Mais ça, c'est dans la culture actuelle. Quiconque pose une question sur l'efficacité ou l'innocuité de n'importe quel vaccin est tout de suite étiqueté anti-vaccin. Ouais. Et lui, Robert Kennedy, qui a écrit plusieurs bouquins là-dessus, dont un, entre autres, où la première phrase de son bouquin, c'est « Je ne suis pas anti-vaccin ». La dernière phrase de son bouquin, c'est « Je ne suis pas anti-vaccin ». OK? Et ce qu'il dit essentiellement, je veux que les vaccins qui soient disponibles pour les gens soient efficaces et sécuritaires, puis que ça soit démontré scientifiquement. Puis l'exemple qu'il donne, que je trouve qui est très, très parlant là-dedans,
Pendant des années, lui, il s'est battu contre la contamination des poissons par le mercure dans certaines rivières, dans la rivière Hudson, où il y avait des industries qui déversaient beaucoup de mercure dans l'eau et le mercure s'accumulait dans les poissons. Il dit, le fait de dénoncer que je veux pas que mon poisson contienne des doses toxiques de mercure, ça fait pas de moi un anti-poisson. Je n'ai rien contre les poissons. Je veux juste que les poissons que je mange soient pas contaminés par du mercure. Je veux juste que les vaccins que je vais administrer aux enfants n'aient pas des doses toxiques de mercure ou d'aluminium, par exemple. C'est connu que ça existe dans certaines formulations. Donc, c'est tout à fait légitime qu'on pose ces questions-là, puis qu'on exige que la démonstration de l'efficacité, de l'innocuité de ces interventions-là, qui se font très large, à très grande échelle dans la population. Puis il ne faut jamais oublier une chose, c'est que les vaccins, on administre ça à des gens qui ne sont pas malades, des gens en santé. Il ne faut pas que l'intervention qu'on fait avec le vaccin lui cause des problèmes de santé, parce que c'est pas le but visé. On dit qu'on fait ça pour prévenir une éventuelle infection. Ben, ça, c'est tout un débat de savoir dans quelle mesure la prévention de maladies ou de mortalité suite à une infection, en termes de fréquence, est plus importante que les effets indésirables que les vaccins vont causer. Et c'est toute la question, c'est tout le débat qui n'est pas facile à trancher. Donc, Robert Kennedy Jr. arrive, bon, il n'est pas encore complètement validé à ce poste-là. La bataille est très rude, ça continue aujourd'hui. Ouais. Maintenant, l'investissement que vous mentionnez, qui a été annoncé à la fameuse conférence de presse là, avec l'intelligence artificielle, avec les magnats là, de l'informatique et l'intelligence artificielle. Bon, déjà, le montant de 500 milliards, c'est très spectaculaire et effectivement, ça fait rêver pour les gens qui veulent ce genre de technologie-là. Ben, c'est principalement pour développer des infrastructures d'intelligence artificielle pour toute une série d'applications. Et là, un des intervenants qui était là, qui est le CEO de Oracle, a mentionné, comme ça arrive souvent, « Ah oui, et toute cette technologie-là, ça peut servir à beaucoup de choses, dont la santé, et on va pouvoir développer rapidement des vaccins contre le cancer. » Parce que le cancer, c'est une des grosses préoccupations de santé. Il y a eu des explosions dans le cancer dans les dernières années, OK? Et ça continue à être un problème important à régler au niveau de la santé. Puis là, on dit, « Ah, on va arriver avec cette technologie-là à développer rapidement une solution. » Ce qu'il faut apprécier, c'est que lui, il connaît rien en biologie, il connaît rien en immunologie, il connaît rien dans comment on traite les cancers. Il a simplement cette vision un peu simple qu'un vaccin, c'est extraordinaire. Puis si on y déploie l'intelligence artificielle, on va être capable de faire un vaccin qui va être extraordinaire sur mesure pour chaque personne. Il faut se rappeler quelque chose, c'est que la technologie d'ARN messager avait été déployée depuis au moins une vingtaine d'années avant la COVID pour justement les traitements des cancers sur une phase expérimentale, une base expérimentale, et n'avait pas montré de résultats suffisamment positifs pour qu'on les approuve pour les mettre en marché. Il n'y avait aucun produit basé sur l'ARN messager modifié qui avait été mis sur le marché avant les vaccins de la COVID. Donc, je ne sais pas quelle solution l'intelligence artificielle va amener pour contourner ce problème-là et que, bon, le montant d'investissement là-dedans, bon, j'ai entendu le CIO dire qu'il veut se lancer là-dedans, mais j'ai pas entendu, en tout cas Donald Trump, dans aucune de ses déclarations publiques, vanter les mérites des vaccins ARN messager pour le cancer. Je ne l'ai pas vu aller dans ce sens-là. Donc, je ne suis pas inquiet pour l'instant. Ben, j'espère que c'est un peu rassurant parce que ça a pris des proportions énormes dans les dernières semaines, dans les derniers jours. Et puis, je pense que on a appris notre leçon avec ces injections-là à ARN messager. D'autant plus que j'avais reçu le docteur Patrick Provost, le professeur Patrick Provost, et qui nous avait mis en garde contre ces injections-là d'ARN messager.
protégé. Donc là, si on veut l'administrer encore à la population pour guérir autre chose, quelque chose qui préoccupe les gens, parce que vous l'avez dit, le cancer est très présent, préoccupant. Donc, les gens croient aux produits miracles. Alors, ils vont se faire avoir comme ils se sont fait avoir avec la COVID. Je ne sais pas si je regarde trop de films de science-fiction, Monsieur Massy, mais est-ce que vous pensez qu'on veut contrôler la population avec ce genre de vaccin-là? Parce qu'on dit que ça peut modifier l'ADN. Est-ce qu'on veut réduire la population par le fait même? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on peut spéculer sur ce qu'on appelle les théories eugénistes, puis tout ça. Moi, bon, je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est pas le truc qui me préoccupe principalement. Ce que je comprends, c'est que cette technologie-là, elle est disons, promue comme une espèce de remède facile miracle pour sauver, pour guérir des gens de toutes sortes de maladies. Je n'ai pas de problème que ce soit potentiellement vrai. Il faut le démontrer rigoureusement, scientifiquement. Bon, dans le cas des gens qui sont atteints de cancer, si on fait un traitement avec ça, on peut voir si oui ou non ça améliore le pronostic. Est-ce que ça va prolonger la vie des gens? Est-ce que ça va permettre d'éliminer le cancer? Dans le cas des vaccins qu'on utilise pour la SARS-CoV-2, c'est beaucoup plus difficile de démontrer l'efficacité, mais ça, les problèmes d'effets indésirables, ça, on a en quantité astronomique. Dans le système VERS aux États-Unis, on parle, dans le dernier recensement, de 1,6 million d'effets indésirables dans la population. C'est quand même majeur. Ouais. Donc, pour les vaccins, pour les approches pour le cancer, ouais, peut-être. Je ne sais pas si ça peut marcher. Il faut le démontrer. Ce qu'il faut savoir, puis je suis d'accord là-dessus avec Patrick Provost, c'est que cette technologie-là, elle n'est pas mature. Il y a plein d'effets indésirables, inconnus, qu'on provoque en injectant ces séquences-là d'ARN messager modifié qui vont un peu partout dans le corps, qui provoquent toutes sortes de réactions immunes atypiques ou en tout cas pas normales, pas bénéfiques. Il y a plein de réactions immunitaires non bénéfiques avec ces vaccins-là. Et donc, est-ce qu'on veut utiliser ça comme la panacée? Parce que c'est un peu la mentalité des gens qui sont en informatique. Les gens, ils pensent que, bon, c'est comme du plug and play qu'ils disent en informatique. Tu changes la séquence, tu gardes le même environnement, puis bah, tu vas être capable de traiter un autre problème. C'est pas si simple que ça, là. Parce qu'une des prémices sur laquelle ça s'appuie, c'est que ton système immunitaire va être capable, s'il est correctement stimulé, de combattre ton cancer. Mais il y a des fois où la stimulation qu'on fait avec ça n'est pas adéquate. Donc, on ne va pas nécessairement combattre le cancer comme on l'espère. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'inconnus dans cette technologie-là au niveau de l'activité chez les gens, puis aussi des inconnus au niveau de la qualité du produit qui est injecté, parce que on sait maintenant que le produit n'est pas de qualité qu'on appelle de grade bonne pratique manufacturière ou GMP en anglais, qui normalement est requise pour des produits injectables. Là, on a un petit peu baissé les standards pour accepter des produits qui normalement n'auraient pas passé la barre, qui sont contaminés avec de l'ADN dans le procédé. Cet ADN-là peut rentrer dans nos cellules, induire toutes sortes de génotoxicité et on tolère ça. Avant, on avait des normes beaucoup plus strictes, puis là, maintenant, on les a un petit peu mis de côté. Si, pour qu'un produit soit testé, il faut réduire les standards de qualité, où est-ce que ça nous amène? Il n'y a aucun produit, à ma connaissance, en dehors des vaccins, pour lesquels il n'y a pas de responsabilité de la part du fabricant. C'est un fabricant automobile, s'il fabrique des autos qui sont fréquemment impliqués dans des problèmes qui causent des accidents puis de la mort, ben, il va y avoir des poursuites puis il va corriger ça rapidement. Ben oui. Dans le cas des vaccins, il n'y en a pas. On a enlevé toutes les possibilités de poursuite. Alors là, le fabricant ne se sent pas nécessairement tenu de corriger les problèmes ou en tout cas de ne pas mettre en marché un produit qui ne serait pas assez de bonne qualité. Et là, en ce moment, mais comme les conséquences de le mettre sur le marché ne sont pas très élevées, ben, on y va.
C'est vrai pour n'importe quel des produits auxquels on est exposé. On a besoin d'organismes réglementaires qui vont veiller à ce que la qualité soit adéquate pour pas qu'il y ait des conséquences comme celles qu'on a vues dans le cas des vaccins hygiéniques pour la COVID-19, qu'on devrait absolument se retirer du marché, puis qu'on souhaite qu'ils vont être retirés du marché, mais en même temps, vous savez, dans l'histoire, il y a eu plein d'autres campagnes de vaccination pour d'autres vaccins qui avaient été rendus obligatoires, et ça a pris des fois des décennies avant que les gens puissent se battre pour faire retirer ces obligations-là. Donc, il va falloir qu'on soit patient, puis en même temps, il faut continuer à maintenir toutes les pressions qu'on peut pour alerter le public, puis alerter les politiciens que la population ne veut pas de ce genre de produits. Justement, M. Trump veut retirer les États-Unis de l'OMS. Ouais. Donc, est-ce que c'est une solution? Votre avis là-dessus? Ben, vous savez, le problème de l'OMS, c'est que c'est un peu comme les Nations Unies. En théorie, c'est bien d'avoir des gens qui se préoccupent de voir un monde qui est en paix, qui est prospère, dans lequel on essaie de répartir la richesse dans des pays riches aux pays pauvres, etc. Sauf que, en pratique, les gens qui travaillent dans ces organisations-là, qui sont pas élus par la population, sont pas imputables à la population, et les décisions qu'ils prennent qui pourraient affecter la population, ben, il n'y a pas de retour direct pour faire en sorte de leur dire, écoutez, on n'est pas d'accord avec ce que vous faites, là. Donc, c'est des organismes supranationaux qui sont pas imputables, qui sont pas soumis au vote direct de la population. Je pense que c'est beaucoup plus sain dans nos démocraties que la gestion des affaires du peuple soit le plus proche possible du peuple, puis que les représentants qui soient responsables de ça soient aussi mis dans une situation où ici, ils font pas un bon travail, ben on va leur dire que on n'est pas content de leur travail, puis on va voter pour d'autres personnes. Avec l'Organisation mondiale de la santé, la souveraineté d'un pays vis-à-vis de ses décisions dans le cas de la santé est complètement évacuée. À un certain moment donné, l'OMS donnait des recommandations, essayait de harmoniser de l'information pour donner les meilleures pratiques, les meilleures informations disponibles d'un pays à l'autre, mais ils sont devenus de plus en plus dirigisme avec un agenda qui était, on le voit de plus en plus, pour la promotion de solutions pharmaceutiques, dont la vaccination. Voilà, ils sont corrompus complètement. Il y a effectivement, puis quand il y a une corruption dans un organisme comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, au niveau du peuple, pour le changer? Bon, si on trouve que notre gouvernement est corrompu, ben la prochaine élection, on élit d'autres personnes. L'Organisation mondiale de la santé, la seule option qui nous reste, c'est de se retirer de l'organisation. Puis j'espère que d'autres pays vont suivre. L'Italie y songe en ce moment. Puis je sais que dans le Parti conservateur du Canada, Leslyn Lewis a fait campagne justement pour que on révise notre lien avec l'Organisation mondiale de la santé. Puis son argument, c'est ça. Il faut maintenir notre souveraineté nationale dans la gestion de quelque chose d'aussi important que la santé de la population. La santé de la population, c'est fondamental. C'est la base. La base. Monsieur Massy, avez-vous de l'espoir pour les mois à venir, les années à venir? Ben écoutez, pour les mois à venir, mon plus grand espoir, effectivement, c'est de voir qu'aux États-Unis, si Robert Kennedy Jr. est confirmé dans son poste, Jay Bhattacharya, au niveau de ce qu'on appelle le National Institutes of Health, rappelez-vous que Jay Bhattacharya, ça a été un des initiateurs de la déclaration de Great Barrington. Et il a été sévèrement censuré, dénigré pas seulement dans les médias mainstream, mais également dans les universités, dans les milieux de publication scientifique, qui malheureusement, on se rend compte maintenant, beaucoup de ces publications scientifiques sont très corrompues, sont financées par l'industrie pharmaceutique qui dirige un peu le contenu qu'il va avoir là-dedans. Il y a beaucoup de ces publications-là qui sont carrément frauduleuses ou non reproductibles et qui polluent, si on veut, les connaissances auxquelles les médecins qui n'ont pas le temps de faire de la recherche, qui n'ont pas le temps nécessairement de valider tout ce qu'il y a là-dedans, si c'est bon, ben, s'ils sont pas exposés aux bonnes informations dans ces publications-là, ben, ils vont pas prendre les bonnes décisions parce que les informations qu'on leur fournit sont pas de qualité.
Donc, il faut qu'il y ait un changement au niveau de la qualité de la science auquel on peut accéder. Il faut qu'il y ait un changement au niveau de assurer que les produits comme les vaccins ou n'importe quel produit pharmaceutique suivent des standards scientifiques, puis que les organismes qui réglementent les compagnies qui nous fournissent ces produits-là soient indépendants. Ça n'a pas de sens que la FDA ou que Santé Canada soit financée majoritairement par l'industrie pharmaceutique. Ça n'a pas de sens, ça. C'est un conflit d'intérêts patent. Il faut changer structurellement tout ça. Si ça commence aux États-Unis, ça a des bonnes chances d'avoir des effets positifs au Canada parce que j'ai pas connaissance que Santé Canada va approuver quelque chose qui n'a pas déjà été approuvé par la FDA aux États-Unis, puis que si ça a été approuvé par la FDA, qu'on ne va pas simplement suivre les recommandations. Donc, si les recommandations des produits à la FDA sont plus rigoureux puis sont plus de meilleure qualité, ben ça va forcément nous donner un modèle au Canada où on devrait avoir des approbations qui sont meilleures, qui sont plus en accord avec la santé des gens. Oui, donc je pense qu'on va peut-être voir des changements dans les mois qui viennent aux États-Unis. Au Canada, ben, je pense qu'il va falloir déjà pour que ces changements-là se concrétisent dans nos institutions de santé, ben, il va falloir qu'il y ait des changements de gouvernement au fédéral. Au provincial, en Alberta, il y a Mme Smith qui, elle, a l'air à faire des actions, des décisions positives dans ce sens-là. Pour les autres provinces, pour l'instant, c'est assez timide. Puis au Québec, mon espoir, c'est pas pour les mois qui viennent. Ça va prendre quelques années, malheureusement. Alors, je ne sais pas s'il faut prendre notre mal en patience, mais en tout cas, on va souhaiter du changement le plus rapidement possible pour le meilleur de la population. Merci infiniment, Dr Bernard Massy, pour votre implication auprès de Réinfo Québec et pour nous avoir renseigné sur un paquet de sujets aujourd'hui. C'est fort utile et très apprécié. Alors, on se reparle, j'espère, une autre fois parce que c'est très important de réinformer la population. Merci Bernard Massy. Ça me fait plaisir. À la prochaine.